Salut les triathlètes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on dresse le portrait d'un athlète amateur comme il en existe beaucoup, mais dont le parcours va, j'en suis sûr, vous inspirer par sa sincérité. On reçoit Thomas Eustache. Thomas, il est sapeur-pompier professionnel dans la Drôme, père de jumeaux, passionné de triathlon depuis plus de 30 ans. Et dans cet épisode, il revient sur ses débuts influencés par son père, sur sa progression en club, sur ses années en deuxième division, sa découverte du swimrun et surtout l'équilibre qu'il a construit entre un métier prenant, une vie de famille et une passion sportive. On parle de routine, de blessures, de matos, de motivation, mais aussi et surtout d'ambition, de doute, de binômes qui tirent dans le bon sens ou pas. Un épisode dans lequel je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître et qui rappelle qu'il est possible de se donner à fond sans tout sacrifier. Et juste avant de démarrer cet épisode, la ressource de la semaine que je vous propose, c'est un article sur l'intérêt de la caféine pendant le triathlon. Alors prendre un café à l'entraînement ou avant une épreuve, est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire, est-ce que ça met en péril notre séance ou notre compète ? Je vous invite à découvrir tout ça. On a décrypté le sujet pour vous donner les meilleures pratiques et les points d'attention pour savoir si le café peut devenir votre prochain meilleur allié sur votre triathlon. Le lien est dans la description de cet épisode. Et juste avant ça, je vous laisse avec Thomas et Hermano pour l'épisode du jour. Hey les sportifs, juste avant de vous laisser écouter l'épisode, j'en rajoute une dernière petite couche. Si vous avez été très attentifs pendant l'épisode où nous avons reçu Mathieu Poulain, swimrunner et champion du monde en titre, et Vincent, son acolyte, tous les deux fondateurs et co-animateurs du podcast L'Instant Swimrun, je me suis relancé dans un défi pour l'année 2025. Alors c'est très simple, on raconte tout ça dans un podcast éphémère qui s'appelle Road to Eutilo. Ça s'écrit road-to T-O-O-Tilo, O-T-I-2-L-O. Je vous laisse aller découvrir le podcast, nos aventures, le défi, et puis j'attends bien entendu que vous me fassiez un max de retours, surtout que le premier épisode est une véritable masterclass où on a reçu celles et ceux qui font le swimrun, et puis les têtes d'affiche mondiales qui sont, comme par hasard, des Françaises et des Français. Pour vous donner encore plus envie, je vous rajoute même quelques petits extraits à la fin de cet épisode. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, non seulement c'était une superbe masterclass, mais en plus, on s'est bien marré. Allez, c'est très simple, direction Road to Eutilo. Salut les sportifs et bon épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, j'anime à nouveau tout seul. Charlie est un petit peu trop occupé, mais en tout cas, j'ai un invité que je suis très heureux de recevoir sur le podcast. Il s'agit de Thomas Eustache. Salut Thomas. Bonjour Hermano. Bon, t'es pas passé loin à une lettre près que les camarades se moquent de toi à l'école, non ? Ouais, alors après, j'étais pas de nature à trop me laisser faire à l'école. Du coup, on m'a jamais trop embêté au-delà de la maternelle là-dessus. Mais effectivement, je crains pour mes enfants, il va falloir qu'ils aient un peu de caractère. T'as raison. Ouais, bon, moi je fais le malin, je suis à distance, on est derrière des écrans, donc ça va. Ah, non, et puis à mon avis, tu comprends. Il y a d'autres manières de menacer que d'être violent physiquement, t'inquiète pas. Bon, j'ai pas envie d'expérimenter ça. Écoute, on va rester sur la partie sportive et podcast aujourd'hui. Je te tends le micro après que quelqu'un nous ait mis en relation, enfin m'ait proposé de te contacter et ça fait plaisir de parler avec des swimrunners, des triathlètes. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est de tout nous dire sur toi. Qui es-tu ? Qui est Thomas Eustache ? Alors, c'est toujours un peu gênant de parler de soi et c'est difficile de s'identifier. Moi, j'ai vraiment trois personnalités. Avant tout, je suis papa de jumeaux, un petit garçon et une petite fille qui ont 4 ans. Du coup, je suis marié avec la maman, avec Sophie. La deuxième partie de ma personnalité, je suis officier de sapeur-pompier professionnel. Donc, je travaille dans la Drôme. Je suis chef du CTA Codis. Donc, c'est un métier qui est passionnant. Ça fait pas tout à fait une quinzaine d'années que je le pratique. C'est un métier passionnant et qui m'identifie aussi en tant que personne, mine de rien. J'ai cette chance-là. Et autour de tout ça, depuis toujours, infuse la passion du sport d'endurance, de la compétition, et plus particulièrement du triathlon, et puis maintenant, depuis quelques années, plus particulièrement du swimrun, avec un style de vie qui tourne quand même autour du sport, avec c'est la passion professionnelle, qui quand même est une passion, et puis mon rôle de papa que j'essaye de faire comme je peux, du mieux possible, comme tout le monde. Bon, donc toi, c'est même pas un dédoublement de la personnalité, c'est un détriplement de la personnalité, même si l'une nourrit l'autre, etc. On n'est pas complètement dans quelqu'un de schizophrène. Non, puis ça va bien avec le titre du podcast, donc c'est bien, ça tombe bien. J'avais pas fait la blague avant, mais c'est bien.
Bon, nickel. Toi, t'es sapeur-pompier professionnel. Donc, dans ton coin, dans ta région et en particulier dans ta caserne, il y a des sapeurs-pompiers volontaires, des professionnels, et on n'est pas sur les sapeurs-pompiers de Marseille ou de Paris qui là sont militaires. On est sur une voie professionnelle à part entière, c'est ça ? C'est ça, donc moi je suis fonctionnaire territorial au même titre que par exemple les employés de mairie. Mon employeur c'est le SDIS de la Drôme. Le SDIS de la Drôme qui est financé en grande partie. Le SDIS, c'est service d'intervention et de secours. Qui est en grande partie financé par le département de la Drôme et par les communes de la Drôme. Et donc à ce titre-là, mon statut, je suis fonctionnaire territorial. Et effectivement, contrairement à Paris ou à Marseille qui ont des statuts militaires, en tant que fonctionnaire territorial, sapeur-pompier dans un SDIS, on a des sapeurs-pompiers professionnels dont c'est le métier, des sapeurs-pompiers volontaires. Et dans toutes les casernes, il y a les deux. Voilà. Je simplifie un petit peu, mais effectivement, c'est comme ça que ça marche. Ok, bon, tu parles de la Drôme pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien leur département ou qui s'en souviendraient pas. Il me semble que le chef-lieu, c'est Valence, c'est ça ? C'est le département 26 ? Exactement, ouais. Donc la préfecture, c'est Valence, c'est département de la région Rhône-Alpes, Auvergne, mais région Rhône-Alpes-Auvergne, donc le long du Rhône. Et voilà, c'est un territoire de sport, parce qu'on parle de sport. C'est un territoire de sport avec le Vercors à moins de 45 minutes de la préfecture. Les collines ardéchoises qui sont juste de l'autre côté. Des territoires vraiment de montagne avec la campagne, de l'eau, il y a tout pour faire du sport, quoi. Donc c'est vraiment un super territoire pour faire du sport outdoor. Ouais, tout pour faire du sport et puis tout pour être swimrunner aussi, hein, parce que triathlète et ou swimrunner, parce qu'il y a de l'eau, il y a des montagnes, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, mais il manque un plan d'eau à proximité de Valence, un grand plan d'eau à proximité de Valence. Ouais, dans la Drôme, dans le Rhône, non, tu peux pas ? Ah non, j'ai habité pendant 10 ans à Lyon, et à Lyon, on avait le parc de Miribel-Jonage à proximité de Lyon. Et c'est vrai que voilà, c'est Vaux-en-Velin, mais à Vaux-en-Velin, il y a un plan d'eau dont la circonférence fait plus de 10 km. Et pour nager, pour faire des swimruns, pour s'entraîner, c'est vrai que c'était très confortable pour nager en eau libre, notamment après le confinement. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai traversé la France, quand je suis passé près de Lyon, près d'Avignon, etc., notamment, j'ai été hébergé par une amie à Avignon dans une péniche et la chambre de la péniche était quasiment au niveau de l'eau, voire même un tout petit peu en dessous. Quand tu vois ce qui flotte dans l'eau, je me dis que j'ai bien fait de pas nager dans le Rhône. Donc, je te taquinais quand je te proposais de nager dans le Rhône. Mais la Drôme, c'est quand même beaucoup plus propre, non ? Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc voilà, ça fait moyen. Bon, écoute, on n'était pas là pour faire des cours de géographie, mais je trouvais ça sympa d'en parler et puis de rentrer un petit peu plus dans le détail du personnage. On va parler un peu triathlon, on va parler un peu swimrun. Déjà, toi, tu dis que tu es passionné de sport. Quand as-tu découvert le sport et où as-tu découvert cette passion pour le sport ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des photos de moi et mon papa avant les années 90. Où mon papa faisait partie des pionniers entre guillemets du triathlon et où je suis je suis dans un parc à vélo à côté de lui et je dois avoir 3 ou 4 ans. Et ça, voilà, c'est vraiment les éléments, le début du triathlon, c'est comme ça que je l'ai touché. Et puis après, pendant une dizaine d'années, plus trop. J'ai fait de la natation, du foot. Voilà, la natation parce qu'il fallait savoir nager, le foot parce qu'il fallait. Alors par contre, l'autre mot, c'est interdit sur le podcast. Hein. Tu peux pas le prononcer. Hein. L'autre mot là, qui veut dire pied en anglais, on peut pas le prononcer sur devenir triathlète. Ouais, mais pour les copains, c'était bien. Là, je sais que tu rigoles, mais pour les copains, c'est bien le foot. Et du coup, j'avais un entraîneur de natation qui est arrivé dans le club et qui était passionné de triathlon et qui organisait une compétition de triathlon à Vaux-en-Velin justement. Et du coup, moi je traînais par là, je devais avoir 13 ans et ça a été la première, le pied à l'étrier pour faire du triathlon pour de vrai. Je devais avoir 12-13 ans et donc le triathlon s'est passé de manière calamiteuse parce que j'ai voulu faire tout seul sans demander d'aide à qui que ce soit et j'ai dû passer la moitié de l'épreuve au parc à vélo à essayer d'enfiler un t-shirt que j'avais agrafé des deux côtés du t-shirt. Et donc ça a été... Oui, pour mettre le dossard, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça a été un drame, les t-shirts en coton de l'époque. Bref, ça a été une calamité. Et l'année d'après, la même course, je m'étais entraîné quand même plus et je l'avais gagné. Et ça a été le déclic pour vraiment arrêter le foot et abandonner un peu les copains et faire de la natation de manière un peu plus sérieuse et puis s'entraîner dans son coin, dans un premier temps dans son coin pour faire du triathlon tout seul. Voilà.
Ok. Bon, je rigole toujours à chaque fois sur le foot quand les invités en parlent, mais c'est vrai que ça a au moins deux vertus. La première, effectivement, c'est un sport d'équipe, donc tu rencontres des gens, tu croises des gens, tu t'entraînes avec des gens, tu crées des amitiés. Bon, c'est un sport aussi, et puis surtout, comme c'est beaucoup d'intensité, en fait, c'est beaucoup de petites courses, et ben ça fait aussi pas mal travailler le palpitant. Donc quand tu pratiques le foot ou d'autres sports collectifs quand tu es jeune, c'est vrai que ça te donne déjà une bonne caisse, quoi. Et puis, voilà, j'ai fêté mes 40 ans la semaine dernière, donc au final, je suis un petit peu maintenant un peu un ancien. Et je me souviens de mes copains du foot où, en fait, le mercredi après-midi, on passait nos après-midi ensemble à faire du VTT et à faire la course en VTT parce que j'aimais bien faire la course dans les montées et regarder combien de temps je leur avais mis en haut de chaque montée. Et le soir, on était à l'entraînement de foot. Donc au final, on se coltinait des après-midi à 3 ou 4 heures de sport. Et je pense que finalement, ces expériences-là où on jouait, ça a été aussi une manière de préparer le corps à faire des sports d'endurance. Et en tout cas, voilà, moi, j'étais plutôt réceptif à ce genre d'effort. Et ça a été quelque chose de formateur. Tu m'étonnes. Et par rapport à ton métier de pompier, justement, est-ce que tu as... à quel moment tu as mis un pied dedans, dans ce métier de pompier ? Alors, moi, c'est pas un confessionnal, mais en post-bac, je me suis un petit peu cherché, même si j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, c'était d'être utile aux autres. Voilà, c'est un truc que beaucoup de gens partagent, mais en tout cas, voilà, la profession de pompier, c'est vraiment le socle commun, c'est d'être utile aux autres et de faire quelque chose de notre activité professionnelle ou notre engagement qui nous dépasse un petit peu, nous, en tant que personne. Et du coup, voilà, en toute honnêteté, j'ai loupé médecine. Ça a été un grand drame à l'époque. Donc, je me suis orienté vers des études pour être soit enseignant, soit pompier. Mais la difficulté de pompier, c'est que quand on n'a personne dans sa famille qui est sapeur-pompier, le milieu est des fois fait un peu peur. Ou en tout cas, voilà, j'avais pas le point d'entrée dans cette profession. Et à partir du moment où je me suis intéressé au concours, donc pour rentrer directement officier, ça a été une évidence. Que voilà, je le dis de manière, je veux pas passer pour quelqu'un de prétentieux, mais c'était une évidence que c'était ce métier qui allait correspondre à mes attentes dans la vie. Et puis au niveau des interactions sociales que je peux avoir avec mes collègues, c'est quelque chose qui me définit et qui me permet aussi, grâce au sport, de m'intégrer facilement. Est-ce que, au-delà de l'aspect justement d'être au service des autres, le côté très alors, sportif ou en tout cas de toujours devoir rester en forme, pas que pour toi, mais aussi pour pouvoir porter service aux autres, à jouer aussi dans la balance, dans ton choix de t'orienter vers un métier de sapeur-pompier ? Alors moi, j'aimerais dire oui. La difficulté, c'est que je vais pas vous faire croire des choses parce que j'imagine qu'il y a des gens qui me connaissent, qui vont écouter. Je suis officier. Ouais, j'espère bien, puis dans ce cas-là, ils auront le droit de répondre. Hein. Oui, mais je suis officier. Du coup, en tant qu'officier, je suis là j'ai une activité fonctionnelle où là, actuellement, je suis donc chef du CTA CODIS, mais je pourrais travailler aux ressources humaines ou à la formation. Et une activité opérationnelle où, en intervention, je coordonne les moyens et en fonction de nos grades, on coordonne des interventions de plus ou moins grande ampleur. Et finalement, on me demande pas de porter une bouteille avec de l'air dedans, de porter une échelle, de faire des sauvetages. Moi, je suis dans la coordination. Et du coup, on va dire que la forme physique, elle est avant tout là pour l'exemple, plus que pour mon intérêt à remplir mes missions. J'ai pas besoin d'avoir une VO2 à 70 pour faire ce que je fais. Il y a aucun intérêt. Par contre, voilà, le sport est un vecteur d'intégration et encore plus dans les casernes de sapeurs-pompiers. Et moi, j'en ai bénéficié quand j'ai travaillé à Lyon pendant une dizaine d'années. Je pense que le sport a été vraiment un élément vraiment fondateur, ou en tout cas qui m'a permis de travailler dans des bonnes conditions avec les collègues que j'appréciais beaucoup, quoi. Je te posais la question aussi sur cette orientation professionnelle pour savoir, comme on vient d'en parler, est-ce que le sport a été quelque chose qui t'a poussé vers ce métier ou au contraire c'était plus le côté servir les autres, et tu l'as très bien dit, t'as fait le concours d'entrée direct en tant qu'officier, et donc c'est vrai que t'as une activité opérationnelle moins importante qu'un sapeur-pompier de terrain qui lui va aller combattre le feu, qui va aller plonger dans l'eau pour aller sauver des gens de la noyade ou ce genre de choses qui nécessitent effectivement, au-delà du vecteur social ou de
de l'apparat, en tout cas, qui nécessite une forme physique pour pouvoir être opérationnel. Alors, t'as très bien résumé et t'as tout compris à mes propos. J'étais quand même attiré par l'esprit de caserne et le fait de pouvoir, sur du temps de garde, du temps de travail, se dire, entretenir sa forme physique, ça fait partie du boulot. Il y a finalement aujourd'hui peu de métiers qui le permettent. Et l'activité de sapeur-pompier est encore une activité qui nous permet de le faire assez librement. Aujourd'hui, j'ai un régime de travail d'officier, donc je veux dire, pour le sport, si je travaillais aux archives départementales, mon organisation serait assez similaire. Voilà, je m'entraîne avant le boulot, je m'entraîne entre midi et 2, je m'entraîne le soir, je m'entraîne pas pendant mon temps de travail. Donc voilà, je suis cadre, donc j'ai quand même une facilité à m'organiser seul. Mais aujourd'hui, en tant qu'officier, c'est pas le pompier qui en 24 heures doit faire son sport le matin et doit faire son sport l'après-midi pour entretenir une forme physique au service de son activité opérationnelle. On n'est pas là-dedans. Pour moi, en tout cas, on n'est pas là-dedans pour mon cas personnel. Bon, en tout cas, moi, j'ai des bons souvenirs de quand j'étais gamin. Ouais, j'avais 15-16 ans quand j'ai découvert le triathlon et j'étais à Rouen en Normandie et juste à côté du stade où on s'entraînait, il y avait la caserne des pompiers et c'était pas rare de croiser des pompiers qui justement, pour le coup, t'en parlais, dans leur journée, faisaient leur sport le matin, faisaient leur sport l'après-midi et puis au bout d'un moment, on finissait par sympathiser, quoi. Et c'est un métier qui m'a toujours attiré. Pour ces deux pans-là, servir les gens et le côté forme physique qui fait partie du job. Bon, je ne l'ai pas été, mais en tout cas, ça m'a toujours attiré. Revenons un petit peu à toi et cet aspect sportif. Quand tu découvres véritablement le triathlon à 12-13 ans, qu'est-ce qui fait que tu continues, tu t'orientes, enfin tu gagnes, après la première année où tu t'entraînes seul, tu gagnes cette première course que tu avais faite quelques mois avant. Ouais, qu'est-ce qui se passe après ? Tu t'inscris dans un club, tu t'es encadré par un coach, tu continues à t'entraîner tout seul. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif ? Alors la première année, effectivement, j'ai fait mon business tout seul. J'avais mon papa qui me donnait des conseils, mais qui donnait des conseils de loin. J'avais finalement le club de natation où on arrivait à se débrouiller avec le club de natation. Et le plus difficile, on le sait tous, c'est de trouver un cadre pour s'entraîner en natation. Et au final, c'est à la fin de cette première année où en fait c'est un club de la région lyonnaise avec un entraîneur qui est devenu un peu un second papa ensuite, qui s'était rapproché de mes parents en disant bon voilà Thomas, il y a des prédispositions quand même à faire des sports d'endurance. Je suis en train de monter une section à venir sur le club d'Oulin Triathlon, donc un club de la région lyonnaise. Est-ce que ça vous intéresse que Thomas intègre le club ? Et du coup, je me suis retrouvé au club d'Oulin, où je me suis fait des copains et où effectivement l'entraîneur est devenu un second papa et où là, par contre, on avait une structure et on avait un entraînement qui était cadré. Et là, j'ai jamais été très bon, hein. On va pas il faut pas inventer des choses, mais ça suffisait à être un très bon régional dans mes catégories d'âge, d'être un très bon régional, de participer au championnat de France, de pas être trop ridicule. Et en fait, à l'issue de ça a duré quand même 4-5 ans. C'est le club de Valence Triathlon qui commençait à faire des D2. Et le projet de l'époque, c'était monter en D1 avec que des régionaux. Donc c'était la D2 il y a 20 ans, hein. Donc on parle d'un temps assez lointain. C'est pas la D1 de Valence Triathlon d'aujourd'hui. Et au final, donc un des responsables du club m'avait démarché. Tu tournes pas trop mal. Est-ce que tu veux venir faire la D2 avec nous ? Moi, j'ai forcément signé des deux mains en prévenant mon coach pour faire les choses propres, parce que des fois dans les clubs de triathlon ça fait des histoires, les départs, les machins, on a tous des souvenirs de clubs de triathlon où il y a des choses, des non-dits qui font que ça part un peu en cacahuète. Surtout quand c'est les bons qui partent, parce que si c'est moi tu vois qui fait une compétition par an, à la limite ils s'en fichent que je m'en aille. Quand c'est un mec qui tourne bien, c'est autre chose. Ouais, et puis des fois voilà, il y avait un projet, on y avait tous mis du cœur, mes parents y avaient mis de l'énergie aussi, il fallait m'emmener aux entraînements, je crois que j'étais pas majeur, enfin voilà, il y avait tout un truc autour. Et du coup, je suis arrivé au club de triathlon de Valence où ça m'a permis de faire la D2. Et du coup, j'ai fait la D2 pendant, peut-être au moins 4-5 ans. Et ça m'a amené à la réussite au concours pour devenir officier. Et puis derrière, j'ai changé de club parce que le boulot a pris la main
Et puis j'en avais aussi un peu marre de m'entraîner des heures et des heures pour faire 50e sur les D2 parce qu'au final c'était mon niveau. Et en étant 50e à l'époque, je classais le club, j'étais 3e du club souvent quoi. Donc on se battait pour se maintenir. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là de Valence Triathlon avant la D1, on se battait pour se maintenir en D2 et j'ai que des bons souvenirs de ces D2, des voyages de 12 heures en VTP le vendredi pour aller faire 1 heure d'effort au fin fond de la Bretagne et rentrer le dimanche soir dans la nuit et le lundi être à la fac. Donc non, c'était au final que des bons souvenirs. Ouais, ça doit effectivement rappeler des bons moments, des bons souvenirs. Et puis, je pense que ceux qui nous écoutent, qui ont connu cette époque-là, ça leur rappellera aussi des bons souvenirs. Moi, je me souviens, ça fait un peu plus que 20 ans quand même, mais les championnats de France junior, quand tu y vas dans l'utilitaire où on est 10 Normands gonflés à bloc et qu'on arrive là et que on fait 50e, 60e, mais au moins ça permet au junior du club de rester dans la course. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. Ouais, c'était bien. Et puis, moi, ça correspondait aussi à une période où le club de Valence se structurait sur la partie élite et où on avait la chance d'avoir les filles. Il y a les filles qui faisaient la D3, qui montaient en D2 une des années donc, où nous, on participait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Donc voilà, au-delà d'organiser mon emploi du temps, le triathlon a aussi, d'une certaine manière, bien organisé ma vie. Voilà. Donc, Tu m'étonnes. Tu l'as dit, hein, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est grâce aussi à ton entraînement et à tes compétitions avec la D2 de Valence Triathlon, même si tu n'étais pas dans les meilleurs, dans le top 10 de la D2, ça t'a permis de performer au concours d'officier. Donc déjà, le triathlon t'a bien aidé dans le boulot. Et puis en plus, tu as rencontré ta femme après via le triathlon. Donc il ne reste plus quoi que mettre les enfants au triathlon, puis c'est bon, hein, la boucle est bouclée. Ouais, alors c'est pas une fin en soi de les mettre au triathlon, mais ils ont déjà une licence au club de triathlon de Valence quand même. Voilà, ça c'est... Voilà. Quand même. Donc t'es parti de Valence et t'es revenu, en tout cas t'as fait revenir tes enfants. En fait, j'ai l'activité professionnelle, j'ai lâché la D2, j'en avais marre de faire 10 heures de VTP pour faire 60e et puis c'était plus compatible avec l'organisation qu'on pouvait avoir à Lyon, donc on avait un club de... Qu'en D2, en tout cas dans le Grand Prix, c'est des courses qui font 1 heure, quoi. Donc effectivement, tu fais 15 heures de route pour faire... tu fais parfois 20 heures de route, 10 heures aller, 10 heures retour pour faire 1 heure de compète. Ouais, pas mal comme week-end, quoi. C'est ça, et puis j'ai le souvenir où en 2 week-ends de suite où au final, avec le même niveau de performance, je faisais 60e sur les D2 et puis je jouais les podiums sur les courses régionales, sur les moyennes distances régionaux. Et bon voilà, c'est toujours, faut être aussi honnête avec soi-même, c'est plus agréable et plus grisant. Et il y a encore peut-être, je sais pas, la reconnaissance personnelle ou le dépassement de soi, c'est plus intéressant de jouer les premières places, de sortir avec la voiture, d'avoir un peu du monde qui suit, que d'être vraiment où on pose le vélo. En fait, il reste plus beaucoup de place quoi dans le parc à vélo quoi. C'est marrant parce que tu parles de 2 week-ends qui suivent, donc une fois des deux, une fois tu joues les podiums sur du M. Donc tu combinais un peu toutes les distances à cette époque-là ou ça restait plus ou moins court ? Oui, alors je combinais tout. C'était vraiment les années où au final j'avais du temps. Enfin, l'organisation, j'étais à la fac, je faisais vraiment ma vie à la fac et j'avais du temps et du coup j'étais quand même attiré par la distance Ironman et du coup j'ai très vite fait un Ironman. Premier Ironman, je crois que j'avais 22 ans. Donc bon, c'est pas un record, mais c'est assez jeune. Donc j'avais fait Nice à 22 ans. Bon, pareil, ça s'était pas forcément passé comme j'avais au niveau de mon investissement, mais c'est comme ça, c'est de longue distance. Donc, et au final, voilà, encore une fois, sur cette année-là, je me souviens, j'avais fait l'Ironman de Nice, et puis un mois après, je faisais une D2, où du coup, une D2 par équipe, où il commençait à y avoir des clients au club de Valence, et où voilà, ils m'avaient pendu, et puis j'étais le 3e, du coup, il fallait rester, et puis du coup, ça avait été compliqué, mais c'était la vie, quoi, c'était comme ça, c'était la vie de l'époque. Bon, est-ce que tu surcompensais justement pour cette manche de D2 après l'Ironman ? Non, je surcompensais que dalle, je surcompensais surtout les McDo et le fait de pouvoir reprendre une alimentation un peu plus aléatoire et du coup j'étais hors de forme un mois après, donc c'était vraiment une calamité, c'était vraiment pas le top. Et donc tout ça, toi tu pratiques le triathlon, on l'a compris, sur plusieurs distances, tu fais pas trop attention aux autres disciplines que sont notamment l'alimentation si j'ai bien compris. À quel moment tu découvres le swimrun et tu te mets à pratiquer ?
Alors, je me souviens d'un reportage sur la course en Suisse. Alors, je sais jamais si je la prononce correctement. La course, c'est l'Engadine. Ouais, Engadine, ouais. Et où au final, j'en parle à un copain pompier un été là. Ça doit être l'été 2012 ou 2013. C'est le début du swimrun et il me dit ah non, je me sens pas, je nage pas assez, l'eau est froide. Et en fait, on lâche l'affaire. Et après, j'en entends plus parler pendant 3-4 ans du swimrun. Et au final, rétrospectivement, on a loupé le coche parce qu'on était tous les deux au top de nos formes physiques et on avait tous les deux le profil pour que ça marche à des années où il y avait peut-être un petit peu moins de niveau et de densité qu'il peut y avoir aujourd'hui pour ceux qui jouent devant, quoi. Et en 2017, j'embrigue un copain pompier toujours pour faire une étape, alors c'était pas une étape, pour faire une course au lac du Salagou. Alors, je crois que c'est l'organisation de la Gravity qui avait organisé ça au Salagou en 2017. Donc, on va préparer notre truc, mais on n'avait pas de matos. On était loin des équipements qu'on peut avoir aujourd'hui. Et bon, on gagne quand même parce qu'on s'était quand même bien préparé. Et puis, on nageait tous les deux pas trop mal, donc ça permettait quand même de jouer devant. Tu te souviens des distances à ce moment-là ? C'était du 20 et 4, 20 bornes à pied, 4 en natation. C'était les formats de moins de 3 heures où il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. C'est bon format. Et puis du coup, la même année, ça a été l'année vraiment déclic où on s'est mis dans la tête d'en faire pour de vrai avec mon fameux copain à qui j'avais branché il y a 3-4 ans. Et on avait gagné le classique de Lafray. Donc c'était Swimrunman. Hein. Et puis après, voilà, ça a été vraiment le moment où moi j'ai vu que c'était un truc qui allait me plaire et qui correspondait un peu à ce que je cherchais. Ça correspondait aussi à des années où finalement mes enfants sont nés plus tard, mais où le vélo, je suis passionné de vélo, j'adore faire du vélo pour m'entraîner, mais je voyais que mon niveau en compète baissait un peu et où au final j'avais besoin d'un nouveau sport pour me relancer, mais j'étais pas chaud pour repartir sur un truc complètement nouveau et finalement faire du recyclage des choses qu'on avait pu faire pendant des années, ça a été la solution idéale. J'étais pas trop mauvais sur les aquathlons et au final, voilà, le swimrun, ça a vraiment matché d'entrée de jeu, quoi. Ouais, parce que la différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, pourtant j'en parle souvent, mais la différence entre le swimrun et l'aquathlon, c'est on nage en piscine, on va courir, souvent on retourne dans la piscine pour refaire un tour et puis repartir courir, mais c'est quand même très cadré, là où le swimrun, finalement, on fait avec les aléas du paysage, et donc suivant qu'on soit en Engadine, à Lafray, à Cannes ou en Suède, on n'a pas forcément les mêmes distances. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va enchaîner plusieurs portions de natation, de course à pied, de natation, de course à pied, etc. etc. Exactement. Et puis je me suis aussi rendu compte que on répond pas tous de la même manière en tant que nageur avec le matos. Et que moi, je sais pas nager avec mes jambes. Mes jambes, alors, je suis très respectueux, pas utiliser de gros mots, mais mes jambes en natation, elles me handicapent plus qu'autre chose. Et si tu savais comme je te comprends, oh là là, mon entraîneur qui est à distance, il me colle des séances du 10x100, du 12x100, des trucs comme ça, sans pull boy, et il me dit le pull boy c'est que pour récupérer. J'ai dit mais tu te rends pas compte, moi tu me fais faire ça mais sans pull, mais j'avance pas, je mets le pull, c'est pas que je récupère, c'est que je m'envole, quoi. Je gagne 30 secondes au 100 mètres si je mets un pull. Et c'est pareil, et du coup là-dessus on n'est pas tous on n'est pas égaux, et que moi finalement voilà, je fais partie du même groupe que toi où le pull boy c'est une vraie aide. Et au départ, j'étais prudent sur l'utilisation des plaquettes. Puis en fait, maintenant, je fais comme les autres. Je mets des trucs assez gros. Et tant qu'il n'y a pas plus de 4 km, ça passe toujours. Et du coup, voilà, le matériel était aussi un truc qui me permettait de nager, d'avoir le niveau de certains de mes collègues qui me déposaient complètement en piscine, où je fais pas le même sport qu'eux en piscine. Puis une fois qu'on a le plaque pool, on fait le même sport, quoi. Plaque pool, on fait le même sport. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Ça, et même chez certains nageurs, hein, tu as certains nageurs qui ont nagé pendant des années, tu leur mets des plaquettes ou tu leur mets un pool, justement, ils sont déséquilibrés, c'est plus le même type de nageur. Alors que nous, les triathlètes, pour le coup, c'est vraiment un truc de triathlète. Hein. Tu nous mets des plaquettes, tu nous mets des pool boys, on est bien, quoi. Ouais, alors il y a des contre-exemples, ça me fera plaisir. Ça fera Bien plaisir sûr. à quelqu'un qui écoute le podcast, j'imagine, à Aymeric. Aymeric, c'est un des copains qui nage avec dans le groupe dans lequel je nage aujourd'hui à Valence.
et qui a nagé à haut niveau et qui en plaque poule est très 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 solide. Et voilà, il y a quand même des nageurs qui plaque poule sont durs à suivre. Ouais, bah bien sûr, hein, tu prends un Hugo Tormento et tu lui mets plaque poule, il s'envole, c'est pas pour rien qu'il a gagné 2 fois au Tilo d'ailleurs. On est d'accord. Donc là, tu découvres le swimrun. Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres? Enfin, je veux dire, vous y allez, vous vous éclatez, vous vous amusez ou vous fixez tout de suite des objectifs de l'espace? Non, alors pas des objectifs de l'espace, mais on était bien déterminés quand même à faire la course, quoi. Et ouais, à faire la course pour de vrai. Du coup, donc la première année, on gagne la Fray avec David. Et puis David il se blesse, puis il a une 3e et 4e fille. Et du coup, ça lâche un peu l'affaire parce que la vie fait que c'est plus le bon moment. Et du coup, je me rabats sur un autre copain pompier, un 3e. Donc c'était un petit peu aussi la chance d'avoir, disons, de la ressource pour faire des courses en binôme. Et il y a le confinement. Et en sortie de confinement, la première course qui a lieu, de mémoire, c'est la Fray. Et c'est rigolo d'en parler parce que tu as fait un podcast avec Uto Tormento qui était avec Mathieu Poulain sur la Fray de cette édition-là. Et en fait, à la Fray, c'était les championnats du monde parce que tout le monde était plus ou moins entraîné de la gestion du Covid, mais il n'y avait pas de course. Et du coup, la première course, ça a été la Fray. Et donc, du coup, moi, avec mon pote, on était plutôt serein parce qu'on pensait qu'on allait faire la course avec eux. Et je me souviens la veille où je lui disais, bon, on va faire comme d'hab, la première natation, on fait comme si avec une natation, on l'a fait à bloc, puis on verra, on voit le niveau que ça a, quoi. Et première natation, on l'a fait à bloc, sauf qu'on est sorti, je sais pas, peut-être 20 ou 30 secondes derrière, quoi. On dit, bon, allez, on arrête le cirque. Et finalement, on avait fait une bonne course quand même, mais on s'était rendu compte, de l'écart de niveau, surtout la natation, la course à pied, les transitions. Et voilà, c'était aussi ce qui, moi, m'avait dit, bon, voilà, là, il y a moyen de faire des choses et de progresser sur d'autres parties que la partie vraiment que physiologique, quoi. Et comment on progresse, justement, en swimrun? Tu vois, là, à cette époque-là, en tout cas, maintenant ça commence à être plus codifié, plus connu, un peu, ça commence à progresser un peu plus vite que le triathlon, mais à l'époque, tu avais un entraîneur, tu t'entraînais tout seul, comment tu progresses? Alors moi déjà, la grosse progression, ça avait été la descente du kilomètre vertical de la Fray, où j'avais eu la chance de discuter avec, alors je sais pas s'ils s'en souviennent, mais Alexis Charrier et c'est Sabina Rappelli, qui sont Alexis Charrier, c'est celui qui gagne l'Otilo cette année, enfin l'année passée avec Mathieu Poulain. Et où en fait ils nous avaient montré leur matériel, et au niveau des pull boys, nous on avait des pull kicks, les pull kicks jaunes là, et puis les plaquettes c'était des toutes petites fingers, et on alors osait pas mettre les pull kicks, pour ceux qui sont de la génération d'avant, un peu comme moi, hein, moi j'ai 50 plus que toi, t'as pas le droit de m'appeler papy, donc mais je sais pas si ça se trouve encore beaucoup, ces espèces de pull boys qui ressemblent plus à des planches pour faire des battements, et justement l'avantage c'est que on s'en sert aussi bien comme pull boy que comme planche pour faire des battements. Mais du coup, il y a un niveau de flottabilité, de flottaison qui est beaucoup moins important qu'avec les bons gros pull boys de swimrun qu'on utilise maintenant. C'est ça. Et du coup, le premier conseil, ça avait été, bon, on va investir dans des gros pull boys, et puis ça va mieux se passer. Et effectivement, on avait déjà beaucoup progressé rien qu'avec l'achat du bon pull boy. Et du coup, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai eu 40 ans la semaine dernière, et que ce soit en natation ou en course à pied, j'arrive encore à progresser. Donc la natation, je fais une confiance aveugle au coach du club de triathlon, donc à Damien, qui en 3-4 ans m'a refait progresser. Alors je nage pas plus vite qu'avant sur 400 mètres. Par contre, sur des allures courses qui ressemblent à des allures de swimrun de moins de 3 heures, je peux tenir beaucoup plus longtemps sur ces allures-là que je le faisais avant, quoi. Et bon, ça passe par des kilomètres, mais il y a quand même des séances, une manière de travailler, une manière de faire les séances qui est particulière, et ça, je fais confiance totale à l'entraîneur natation. D'où la difficulté de nager sans club. Ouais, mais parce que c'est vrai, ce que tu dis sur la partie progression, il n'y a pas que la progression chronométrique. C'est pas parce que tu vas nager un 400 avec 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes de moins 10 ans après que tu auras véritablement progressé. Tu peux aussi progresser sur l'endurance, sur la résistance à la fatigue. Et peut-être qu'il y a 10 ans, tu faisais un 400 en 8 minutes, et puis maintenant tu le fais en 7:30, sauf que est-ce qu'après tu en enchaînes encore 4-5 des 400, il vaut peut-être mieux continuer à les faire en 8 minutes, mais par contre en enchaîner 10, quoi.
Et puis, de manière intrinsèque, c'est plus facile de progresser là-dessus. C'est un peu la même chose en course à pied. On a une VO2 max qui est fixée, qui à partir de 25 ans, je dégrossis, mais qui diminue. Mais par contre, on peut quand même progresser malgré le fait que notre VO2 max, elle est condamnée à descendre. Et on arrive quand même à progresser. C'est qu'il y a plein d'autres paramètres qui font que la personne peut progresser. Et donc pour la natation, effectivement, de l'endurance musculaire, l'utilisation du matériel. Sur la partie course à pied, je vois que là, cette année, je touche du bois. Je remercie ma kiné. Mais le fait de courir plus souvent, de faire peut-être plus de kilométrage, mais à travers la fréquence, protège aussi des blessures. Et que depuis en gros 2 ans, j'arrive à refaire des vraies séances, alors que pendant longtemps, j'étais continuellement blessé, j'ai les mollets qui sont assez fragiles. Et finalement, en faisant des exercices, je suis un très bon client pour les kinés, je suis très appliqué dans les exercices qu'ils me donnent. J'ai des routines, j'ai plein de routines pour essayer de protéger mon capital santé et puis de continuer à pouvoir pratiquer ma passion en bonne santé. Donc et du coup, sur la partie course à pied, il faut passer par le kilométrage, mais pendant des années, je n'osais pas courir plus de 30 bornes par semaine. Et du coup, les 3-4 dernières saisons, je les faisais en n'ayant quasiment pas couru et en faisant que du vélo à côté, quoi. Les séances de qualité, je les faisais en vélo, puis le jour de la course, finalement, ça passait avec l'expérience, quoi. Et là, je vois que, mine de rien, en s'entraînant mieux, en prenant aussi les conseils des gens qui savent, on arrive encore à s'en sortir et à progresser à tous les âges. Sans parler des transitions pour la partie swimrun, où sur les transitions, on peut effectivement aussi gagner beaucoup de temps. Mais comme en triathlon, je prenais l'exemple c'était il y a quelques années, d'une copine qui nageait, elle avait énormément progressé en natation pendant l'hiver, sauf qu'elle mettait toujours 1 minute à enlever sa combi à la sortie de la natation. Et que finalement, elle avait beaucoup progressé sur la partie nager, mais à la fin, elle prenait son vélo comme si elle n'avait pas nagé de l'hiver, quoi. Et que l'investissement, elle aurait peut-être mieux fait de s'entraîner à enlever sa combi plutôt que d'aller à la piscine un soir sur 2, quoi. Ah voilà, les bons conseils des triathlètes. La transition, le travail de la transition fait aussi partie de l'entraînement. Et on le dira jamais assez, il vaut peut-être mieux faire 1 ou 2 séances par mois où on va pas se rentrer dedans, où on va pas aller courir pendant 3 heures, mais au contraire, on va faire 3 heures, 3 heures, j'exagère, mais on va se faire une petite heure de travail de transition, monter sur le vélo, descendre du vélo, mettre les chaussures, enlever les chaussures, aller courir. Si on a un plan d'eau ou une piscine à côté, pareil, jouer ces transitions-là, parce que finalement, c'est ce qui peut nous faire gagner du temps. Mais par contre, en swimrun, tu veux dire quoi par transition? Pas de transition, tu arrives avec le même matos que t'as pris pour courir. C'est quoi? C'est savoir tourner le pull boy et enlever les plaques? Ouais, mais mine de rien. Et puis il y a une vraie différence quand tu le fais seul, parce que là du coup sur les 2 dernières années, j'en ai fait quand même beaucoup plus en solo qu'en duo. Mais en duo, typiquement sur les transitions, tu peux vraiment perdre du temps. La preuve, c'est que tout seul, tu vas plus vite. Et que du coup, le fait de se mettre d'accord à quel moment celui de derrière il est prêt, parce que c'est toujours celui qui nage devant, s'il part, qu'il est attaché, que celui de derrière est pas prêt, ça se passe mal et on perd du temps. Le fait de penser à remonter la combi, le fait de prendre les plaquettes qui peuvent être cachées, et puis en fait on a les pieds dans l'eau, sauf que 100 mètres avant, on n'y pensait pas. Cette vigilance-là, elle peut faire perdre du temps en tout cas. Ouais, puis surtout que plus l'effort est long et plus on perd en vigilance. Donc encore une fois, c'est une raison de plus pour le travailler, surtout quand on est à 2. Et puis on parle même pas de la longe, parce qu'effectivement, on s'attache pas forcément en course à pied parce que on n'a pas besoin de se tirer. Mais par contre, en natation, il y en a un qui nage plus fort, donc il va tirer l'autre et donc on va mettre la longe. Et puis on l'attache pas, on l'attache à quel moment avant de se mettre dans l'eau, quand on se met dans l'eau sur le bord. Enfin, c'est tout un bordel qu'il faut effectivement travailler un peu avant, quoi. Exactement. Et donc toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu progresses avec ton binôme, et ensuite quels sont les objectifs, hein? Vous vous alignez après le Covid à la Fray, et après, est-ce que vous allez chercher d'autres objectifs encore plus sexy, et comme en triathlon, on pense à Hawaï, en swimrun, on pense à Tilleux? Eh ben non, parce que au final, alors mon collègue de l'époque était vraiment on avait en difficulté dès qu'il y a 4 cailloux. Voilà. Dès qu'il y avait 3 cailloux dans un chemin, on pouvait être sûr qu'il sautait dessus et qu'il se faisait la cheville. Du coup, on était obligé de prendre ça en compte aussi. Et moi, la distance me fait toujours peur. Le fait de partir pour 60 bornes à pied, c'est la course à pied me fait peur. Donc c'est le projet maintenant.
Mais à ces époques-là, c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Je m'interdisais même d'y penser parce que c'était trop long. Voilà, j'avais pas confiance en moi sur cette partie-là. Donc on est resté sur des courses, sur des formats de moins de 3 heures où au final on se fait plaisir, on s'entraîne, on n'a pas trop à réfléchir à la stratégie. C'est tant que ça passe, on va le plus vite possible. La plupart du temps, on arrive à faire la course devant et du coup c'est plaisant aussi à travers ça. Mais au fil de l'eau, on s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas tous les deux, et c'est là où le binôme est important. On n'était pas alignés de la même manière. Moi, j'ai un caractère compliqué, et du coup, voilà, je suis, c'est bête à dire, je suis très exigeant avec moi-même, et du coup, je peux être casse-pied avec les autres. Et j'avais l'impression que, voilà, moi, je faisais des efforts pour entre guillemets rester au niveau, progresser avec mon travail qui me prenait aussi quand même de l'énergie. Mes enfants qui des fois je vais à la piscine et puis heureusement que je suis bien marié, merci Sophie, mais tout ça c'était pas des sacrifices parce que j'en ai besoin pour être bien dans ma vie, mais mine de rien je voyais que de l'autre côté il y avait pas forcément les mêmes efforts et voilà, à un moment donné en plus on a changé de lieu d'habitation, on a lâché l'affaire progressivement et puis on s'entend toujours très bien. C'est le mec le plus gentil que je connaisse, mais en course, il avait un côté tête en l'air qui du coup correspondait pas à moi, mon caractère, quoi. Donc Aymeric, on t'embrasse, hein. C'est ça, c'est Aymeric? Non, là, non, c'était encore un autre, et le prochain, c'est encore un autre. Mais on a déjà fait des courses ensemble et ça se passe bien. Parce qu'il y a plein de courses où au final, quand ça se passe bien, il n'y a pas besoin de se parler. Moi, j'ai fait des courses en binôme avec des copains où en fait, pendant 4 heures, on se parle pas. Parce qu'il n'y a pas besoin, parce que ça roule et que c'est intuitif et que là, les planètes s'alignent, quoi. Ouais, m'en parle pas. Donc du coup, là, c'est le projet pour quoi, 2025-2026, d'aller chercher un slot pour Ethyleux? Ouais, le projet, alors pareil, je suis toujours très prudent sur les blessures, parce que là, en plus, on est deux, il y a toujours les aléas de la vie qui font que des fois, ça se passe pas comme c'est prévu et du coup, après, on se mord les doigts d'en parler. Mais moi, j'aimerais bien, l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de points pour lever la main pour pouvoir aller à l'Otilo en 2026 avec un copain. On a fait le Jura l'année dernière ensemble. Ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. On a un niveau assez homogène, donc ça devrait le faire. Il faut y croire. Bon, alors pour celles et ceux qui connaissent pas justement le swimrun, tu nous rappelles comment ça marche, en tout cas pour faire des points et aller à Ethyleux? Alors, le système a changé. Là, maintenant, aujourd'hui, il faut faire des courses, alors soit en solo, soit en duo. On marque des points sur les courses qui sont labellisées Otilo, donc les manches les World Series, comme ils disent, ou les courses, les Merit Race, par exemple l'Ultra du Verdon ou le kilomètre vertical de la Fraye, qui permettent d'avoir des points. Et à la fin de l'année, on arrête là, les compteurs. points, tu les marques en individuel. C'est-à-dire que même si tu pars en binôme, chacun marque son nombre de points, et ce qui permet aussi, comme tu dis, de faire les totaux à la fin de l'année et de voir si tu as assez de points pour prétendre un slot à Ethyleux. Exactement. Du coup, la stratégie, ça peut aussi être de dire, il y en a un des deux qui fait une course en solo pour marquer des points, et finalement, les points qu'il gagne, lui, elles bénéficient au binôme. Et à la fin de l'année, après, c'est l'organisation qui décide finalement à partir de jusqu'à combien de points ils descendent. Et en faisant 2-3 courses dans l'année du système actuel, ça paraît jouable d'avoir un slot, quoi. Bon, écoute, on te le souhaite. Après, il reste toujours la carte wildcard, donc invitation, mais qui est plus coûteuse et puis qui est moins, d'un point de vue valeur, c'est pas la même chose que d'aller se sélectionner, quoi. Ouais, moi là-dessus, je suis pas, il y a aucun, quand tu dis valeur, les valeurs c'est le truc aucun très mérite, personnel. je cherchais. Mais c'est très personnel. Au final, le but pour personne, on vit pas de ce sport, on vit pas de ce sport, personne. Du coup, si on peut avoir du plaisir à aller faire l'Otilo et quelle que soit la manière d'y aller, il faut pas se poser de questions et puis pas s'embrouiller la tête avec des questions de valeur, de machin, de mérite, que dalle. Bon, ça va, ça me rassure. Si je te dis que je fais une demande de wildcard, tu m'en voudras pas, tu me taperas pas dessus. Non, du coup, tu vois, j'ai bien répondu, du coup, je me suis pas grillé. Ça va. Bon, de toute façon, tu te serais pas grillé, hein, j'aurais quand même publié l'épisode, t'inquiète pas. Du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu progresses ? Comment est-ce que vous progressez ? Parce que le swimrun est, et en tout cas pour aller jusqu'à Ethyleux, une question de binôme. Donc, comment est-ce que vous progressez ?
Alors, la progression, je pense qu'elle est quand même très individuelle. Moi, je sais que je fais mon business pour continuer de progresser. Après, cette année, je vais faire des courses en binôme avec une copine. Je sais qu'elle, elle fait son business de son côté pour progresser et qu'on va faire des transitions, on va faire des entraînements en commun. On fera pareil avec mon copain pour faire les courses ensemble. Mais que mine de rien, ça reste des pratiques chacun dans son coin qui essayent de progresser. Donc la natation, on en a parlé. Moi, au-delà vraiment du contenu des séances, de la pratique, je suis assez routinier et je pense que la routine, elle fait progresser dans le sens où elle habitue l'organisme à être exigeant. Typiquement, voilà, je sais que le mardi matin, j'ai ma séance de course à pied où je fais de la pliométrie, je fais ma muscu. Le jeudi, je fais mon seuil. Le week-end, je fais ma sortie trail sans forcément qu'elle soit intensive, mais où je développe des adaptations à courir dans les cailloux, notamment en descente. Et puis la natation, pareil, le mardi soir, c'est la grosse séance, je mets le matos. Le lundi, je mets pas le matos parce que je nage avec un autre groupe. Et que finalement, toutes ces routines-là, des 2 dernières années, je me rends compte que ça fonctionne parce que je continue de progresser et que tout le monde autour de moi continue de progresser. Donc c'est que ça fonctionne, quoi. C'est que ça fonctionne jusqu'à ce qu'on en arrive au point où il n'y a pas que la VO2 qui diminue, mais aussi notre capacité, peut-être pas uniquement d'entraînement ou de progression, mais en tout cas de récupération qui fait que il te faut plus de temps pour récupérer d'un entraînement précédent et plus tu stresses ton organisme et plus tu vas avoir du mal à récupérer et donc plus là ça va limiter ou réduire ta progression. Ouais, après sur les sports d'endurance, je me rappelle, mon papa était médecin du sport et je me souviens, il me disait ouais mais on peut encore progresser avec l'âge et j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop tant que je me faisais pas battre quand j'avais 20 ans par des anciens qui en avaient 50 et que finalement on voyait bien que si ils étaient encore ultra performants et que là aujourd'hui on se rend compte autour de nous, je veux dire la société, on dit ouais la société elle change machin, mais il y a aussi des bons côtés, c'est que on touche du doigt, je veux dire, il y a des podcasts sur le soin, il y a des podcasts sur les kinés, on a des tutos pour faire plein d'exercices, les plans d'entraînement sont relativement faciles à avoir, il y a des gens qui sont experts qui permettent d'avoir des conseils et aujourd'hui on est quand même on bénéficie de tout ça pour améliorer notre récupération, améliorer le niveau de performance global et que finalement l'âge, je le dis pas pour mon cas perso, mais l'âge il est quand même aussi dans la tête et que moi j'ai toujours 25 ans dans la tête. Je suis toujours un cadet au départ d'une course et j'arrive toujours pas à suivre une stratégie et c'est aussi pour ça que je me cantonne aux épreuves de moins de 3 heures parce qu'au-delà j'explose parce que j'arrive pas à me raisonner quoi. Ouais, il va falloir faire quelque chose si tu veux aller sur Tiller. Ouais, mais c'est pour ça que le choix du binôme est important. Pour ces courses-là, je pense que Lucas, là, mon copain, me canalisera. Et que voilà, il faut des caractères qui calment les caractères un peu plus instables. Ouais, c'est ce que disait Hugo, donc Hugo Tormento, double champion du monde à Tilleux en 2022 et 23, puisque 24 c'est Mathieu qui a gagné. C'est que le choix du binôme effectivement est important parce qu'il te faut un binôme qui te canalise et puis mine de rien quand tu pars pour 7, 8, 9 heures pour les meilleurs sur des épreuves comme ça, t'as intérêt au-delà de bien t'entendre à accepter aussi la critique de l'autre qui te dit écoute là on fait n'importe quoi, là on part en sucette, là on est trop vite, là on est trop lent, enfin il faut accepter la critique quoi et pas juste se dire si t'inquiète ça va bien se passer. C'est tout à fait ça, mais c'est là où du coup tu vois sur les épreuves que je pouvais faire avec mon collègue où j'avais tendance des fois à être un petit peu on va dire casse-pied, moi c'était le côté pénible et il y avait personne pour canaliser et dire non mais là la course elle va faire 5 heures, arrête de tirer sur la longe pendant 2 heures et puis au bout de 2 heures d'exploser complètement quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce discours-là, effectivement, il faut pouvoir parler en course ou en tout cas s'être mis d'accord avant la course sur la manière de faire, quoi. Donc tu nous as dit comment tu progressais à base d'entraînement aussi. Toi qui as été triathlète, toi qui es swimrunner, quelle est la différence entre les entraînements du triathlète et du swimrunner ? Du coup, c'est aussi une des raisons sur la bascule vers le swimrun, c'est la pratique du vélo et où au final, je me rappelle de ton podcast avec Mathieu Poulain qui disait qu'il pensait s'entraîner moins en se mettant en swimrun. Et puis qu'en fait, que dalle, il s'entraîne autant d'heures. Et c'est assez vrai, c'est que le nombre d'heures aujourd'hui d'entraînement finalement ressemble à ce que je pourrais faire si je faisais toujours du triathlon. Mais ce qui change aussi, c'est l'organisation. En vélo,
on a beau faire des séances de 45 minutes, à un moment donné, il faut pouvoir aller rouler 3 heures, faire des vraies séances un peu plus longues. Chose qui est beaucoup moins vraie en course à pied et en natation, et que finalement le nombre d'entraînements semaine, c'est à peu près la même histoire, hein. Mais par contre, le fait de ne pas être dans un peu l'obligation d'aller poser une demi-RTT ou de partir le samedi quand on n'a pas vu ses enfants de la semaine, de partir tout l'après-midi pour rouler 4 heures, l'organisation est différente. Et donc je pense que vraiment ce qui change, c'est l'organisation, c'est d'avoir du temps pour dégager des demi-journées où on sait qu'on va pouvoir accumuler les heures sur le vélo, quoi. Ouais, puis même d'un point de vue logistique, on en rigolait tout à l'heure quand on parlait de la météo. Tiens, d'ailleurs, tu vois, le soleil est en train de revenir chez moi après les giboulées tout à l'heure. Quand tu t'entraînes en vélo, en hiver, c'est là que tu es censé faire le foncier, donc rouler quand même le plus, et c'est quand même très météo dépendant. Alors que quand on parle de course à pied, que tu fasses du trail ou de la route, bon, même s'il y a des giboulées, tu peux sortir quand même, hein, même s'il fait moins 15, tu peux sortir. Et quand on parle d'aller faire des séances de natation, ok, des fois c'est pas très marrant d'aller nager dans le bassin en public si t'as pas de créneau avec le club, mais c'est quand même faisable. Donc quelle que soit la météo, tu peux quand même aller t'entraîner. Quand tu es triathlète et que tu vas faire une sortie de 6 heures, 3, 4, 5, 6 heures en hiver et qu'il y a de la neige, il y a du verglas, c'est peut-être pas le meilleur moment d'y aller, quoi. Ouais, alors après, c'est pas le sujet, c'est pas forcément l'entraînement, mais tu vois, par exemple, le fait de dire l'hiver c'est pour accumuler des heures sur le vélo, c'est pas forcément une vérité. On pourrait très bien aussi partir du principe que profiter de l'hiver pour faire de la VMA, de la PMA en vélo, faire des intensités plus, et puis quand le beau temps arrive, passer plus de temps sur la selle et à ce moment-là aller dehors. Mais ça passe quand même effectivement par passer des heures sur le vélo, et puis voilà. Bon, il y avait aussi quand on est papa, il y a aussi le fait de prendre le vélo, et le vélo, mine de rien, c'est dangereux. Et on se dit, mais il y a une fragilité aussi là-dessus, donc je touche du bois, je me suis déjà bien cassé la figure suffisamment, et j'ai eu suffisamment de pépins avec mes gamelles en vélo, mais c'est quand même des choses qui, passé un âge, entre guillemets, on l'a quand même dans un coin de la tête, de se dire, le vélo, alors moi j'ai la chance d'habiter dans une région où si on veut faire des routes où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Mais ça reste quand même un risque, le vélo, ça reste un risque. Ouais. Et sur la partie matérielle, parce que tu en as rapidement parlé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que tu progresses toujours sur le matos? Alors, on peut pas s'acheter tous les ans un pool boy plus gros que celui de l'année d'avant, parce qu'au bout d'un moment, on va finir par nager avec des bouées de sauvetage et puis à la place des plaquettes, de mettre des planches pour faire des battements. Mais qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui progresse? Ou est-ce que un néo-swimrunner, une néo-swimrunneuse qui voudrait commencer, quel conseil tu pourrais lui donner pour aller direct au bon matos aujourd'hui? Alors, pour répondre à ta question, c'est... le pool boy, il faut qu'il soit gros, mais il faut pas qu'il soit trop gros parce que sinon on se flingue le dos, et que il faut pouvoir avoir les lombaires suffisamment solides pour que la cambrure du pool boy, on puisse la supporter sur un temps d'effort qui est quand même assez long. Au niveau des plaquettes, j'ai pas encore essayé de plaquettes en carbone. Moi j'ai des plaquettes plastiques, j'ai des vieilles tires et puis donc ils sont un peu emblématiques de la marque là, avec une forme un peu bizarre, et puis des Arena comme la plupart des nageurs, et au final ça fait le job. Donc sur les plaquettes, je pense pas qu'il y ait grand chose, je pense pas qu'il y ait vraiment de gros changements, et puis c'est très humano-dépendant. Le pool boy, j'en ai parlé. Après, moi, de ce que je vois, c'est plus global, c'est l'évolution des chaussures de course à pied, avec les mousses, avec le carbone, mais pas que le carbone, les mousses qui amortissent, tout ça, et où au final, je pense qu'on arrive à courir plus en étant peut-être quand même moins fatigué, plus protégé au niveau articulaire et dommages musculaires. Si les kinés m'entendaient, ils diraient oui, mais attention, parce que les semelles carbone avec les mousses, ça endort le pied, mais que du coup, ça, une fois qu'on le sait, il faut faire des exercices pour avoir les pieds plus musclés, pour avoir une plante de pied plus solide, pour conserver du pied, pour aussi faire de la séance de musculation pieds nus. Enfin, toutes ces démarches-là pour conserver un pied tonique. Mais mine de rien, le fait d'avoir des semelles qui nous permettent de s'entraîner plus, c'est aussi ce qui nous fait progresser. Et je pense que sur les dernières années, c'est un truc qui a quand même un peu changé la course à pied, quoi. Est-ce qu'on parle aussi de la combinaison? Parce que forcément, tu vas pas mettre ta combine de triathlon pour aller faire un swimrun. Déjà, plus c'est long et plus il va falloir envisager, pour ceux qui n'y auraient pas encore pensé, tenir le néo
tout le temps de la course, hein, parce qu'on court aussi avec le Néo. Alors si vous voulez vous l'enlever à chaque fois qu'on va courir, on en revient à la question des transitions de tout à l'heure. Mais est-ce que à ce niveau-là aussi, les choses évoluent ? Alors moi je me pose pas la question trop sur les combinaisons. J'ai une combinaison qui me fait 2 saisons avec des petites manches qui s'arrêtent au-dessus des coudes. J'ai fait une erreur de matos l'année dernière à la Gravity Race à Annecy où j'avais pas anticipé que l'eau allait être si froide et qu'on allait y passer autant de temps et j'ai cru que j'allais jamais sortir de l'eau. J'ai vraiment eu peur. Et au final, sur le matériel, voilà, une fois qu'on a une combinaison, qu'on est bien dedans, je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre les combines. Bon, de toute façon, il y a que les vrais spécialistes qui pourraient le dire, mais pour les nageurs, il y a aussi l'aspect combine sans manche, où certains aiment bien avoir les bras à l'air. Le fait aussi d'avoir que le shorty quand l'eau est vraiment chaude, mais finalement le shorty, c'est intéressant, mais une fois qu'on a le pull buoy, c'est pas le shorty qui fait changer la flottaison. Donc moi, je suis assez prudent sur la combinaison, c'est un élément de la performance. Oui, il faut du confort, mais à la limite, il faut plutôt 2 grandes poches plutôt qu'une combinaison de 2 mm au lieu de 3, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la belle photo, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers ton compte Insta. On voit ta photo, on voit une de tes photos où tu es en combinaison. Comme ça, on voit la combinaison avec les manches qui arrivent quasiment au coude, quoi. Ouais, c'est ça. Quels sont tes objectifs pour cette année et pour l'année prochaine? Parce que du coup, si tu veux avoir assez de points, où est-ce qu'on te retrouve? Sur quelle course? Comme beaucoup de monde, le championnat de France de cette année avec l'histoire des manches, avec la finale l'île de Ré en septembre, ça va être un des objectifs de la saison avec donc du coup mon binôme féminin avec Faustine. Donc on verra parce qu'on a fait 2 courses ensemble, donc on verra ce que ça donne. Mais on se prépare correctement quand même pour être performant. Il y aura les courses du coup plutôt Cannes et Lafray avec Lucas pour marquer des points pour éventuellement bénéficier d'un slot pour l'Otilo en 2026. Et puis le reste, ce sera de nouveau des courses locales plutôt en solo, plutôt avec des binômes d'opportunités entre guillemets où y a un copain qui est dispo, on fait la course et puis le fait de faire la course, moi j'y trouve mon compte. Le fait de faire la course, de se mettre minable, seul ou en binôme, le but c'est de se dépasser et encore une fois de faire la course. C'est bien un dossard, faire la course, c'est un truc qui continue de plaire. Ça te fait quand même un sacré paquet de courses en fait. T'as plusieurs objectifs intermédiaires. Ouais, mais alors au final, c'est ce que je me suis rendu compte par rapport à quand je faisais du triathlon où on était très paramétré championnat de France jeune. Et puis une fois que le championnat de France jeune, on avait le pic de performance, en fait on vivotait toute l'année, puis il y avait les vacances, puis du coup après on avait de nouveau un peu la forme en septembre. Et depuis quelques années, plutôt que d'avoir un pic de performance, moi ce que j'essaye c'est d'être toute l'année, je suis pas entre guillemets, je suis peut-être pas à 100%, mais ça me permet de faire des courses et mon plaisir aujourd'hui, parce que le sport est important dans ma vie. Mais c'est pas le but, c'est d'y prendre du plaisir. Moi, le plaisir, c'est de pouvoir faire des courses quand il fait beau, entre mai et octobre. Donc, le but, c'est d'en faire. J'en fais peut-être plus. Si j'en faisais moins, je serais peut-être plus performant. Mais je pense qu'on le saura jamais parce que j'aime bien faire des courses. Voilà. Écoute, c'est une bonne conclusion. Thomas, est-ce qu'on a abordé tous les sujets que tu avais en tête? Parce que quand même, il faut le dire, en off, tu m'as dit, j'y ai quand même un peu pensé, j'ai quelques idées, on va voir où est-ce que tu m'emmènes. Mais est-ce que je t'ai emmené là où tu voulais aller ou tu avais d'autres idées? Non, j'avais pas d'autres idées. J'avais plus de crainte de n'avoir rien à raconter au final. Tu vois, j'avais un peu peur de se dire, de quoi on va parler. Donc oui, j'avais préparé des choses et au final, tu vois, en discutant, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'était pas forcément ce que j'avais préparé, donc c'est parfait. Bon, ça va. Tu vois, c'est quand tu viens sur le podcast Devenir triathlète, c'est pas forcément super structuré, mais je tire un petit peu les mailles du filet au fur et à mesure de nos discussions. Tu nous as déjà écouté, donc tu sais que je vais te poser une question qui est, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, ton meilleur conseil pour ceux qui se mettent au triathlon, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Je pense que c'est les clubs. Les clubs, au final, qu'on soit adulte, qu'on ait 50 ans ou qu'on en ait 8,
Le club, aujourd'hui, la fédération est quand même relativement structurée. Et dans les clubs, on n'a que des passionnés. Il y a toujours des passionnés, il y aura toujours quelqu'un qui aura un bon conseil. Mais c'est de rentrer dans un club pour la structure, rentrer dans un club aussi pour rencontrer des gens qui sont passionnés de triathlon parce que c'est un sport passion qui structure aussi un mode de vie et qu'après on fait son chemin. Mais dans le club, on est sûr de rencontrer quelqu'un qui nous apportera quelque chose, que ce soit le coach ou le client qui est avec nous dans la ligne d'eau et avec qui on discute entre deux séries. Il y a toujours quelque chose à gratter dans les clubs. Voilà. Donc moi je privilégie ça. Puis le lien social, c'est les clubs qui le font et c'est quelque chose qui est important dans notre société. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à dire c'est dans les clubs qu'on fait les belles rencontres. Moi j'ai rencontré ma femme grâce au club de triathlon de Valence, donc je peux dire que ça. Tu peux dire que ça, de toute façon, t'as intérêt, parce qu'à mon avis, sinon, si elle t'écoute, elle va t'en mettre une. Ouais, je rajouterais aussi, tiens, pendant que j'y pense, n'hésitez pas, quand vous croisez quelqu'un qui a un sac à dos, ou qui a une casquette, ou un polo siglé d'une course, un triathlon, une course à pied, une course en natation, enfin, que c'est clair, ou que vous reconnaissez un logo, n'hésitez pas à aller engager la conversation. On fait là aussi parfois de belles rencontres, et puis parfois, ça nous permet aussi de découvrir des clubs qu'on connaissait pas, puis d'aller taper à la porte et puis d'intégrer un club. Tout à fait. Après, bon, faut pas être trop timide. Toi, t'as l'air pas timide, Hermano, mais... Ah, si, moi, je suis extrêmement timide, mais je t'assure que quand je trouve des choses qui nous réunissent, si je vois quelqu'un qui a un sac à dos Ironman ou je ne sais quoi, ma timidité tombe. C'est bien, c'est bien. T'as raison. Bah écoute Thomas, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Désolé pour les petits soucis techniques, j'espère que ça passera à la trappe pour nos auditeurs. Et puis on te souhaite... Ah non, attends, avant de partir, j'ai oublié la toute dernière question. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on t'envoie des petits messages pour te dire que... Enfin, pour te poser n'importe quelle question? Bah, du coup, là, je suis vraiment gêné, là, mais mis à part Instagram, il n'y a rien à jour, donc voilà. Je suis pas très actif sur les réseaux, donc... Voilà. Ah bah c'est pas grave, tu vois, ça m'a quand même permis de... Mais ouais, Insta c'est bien, ça m'a quand même permis de rentrer en contact avec toi et puis d'avoir ce bel échange. De toute façon, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Thomas. Merci à bientôt. Merci à toi, merci beaucoup. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs! Alors moi, j'ai pas autant de titres, hein, je le précise dès le début que tous les invités de cette table. Souvent en reportage, il faut toujours quelqu'un où ça se passe mal, c'était moi. Kiné sur Montpellier, j'ai 32 ans, je fais du triathlon depuis que j'ai 8 ans. Je suis ancienne nageuse de haut niveau. Une participation au Kilo 2017, ça a été une édition remarquée. On a fait notre petit binôme avec Julia. Et on a participé en 2022 et 2023 donc à Otilo. La première année, on finit 3e et la deuxième année, 4e. Oui, Mathieu, t'as l'air cool. Oh, bon. Mais quelle star ce Mathieu, c'est beau. Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Otilo. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti ! Salut à toutes et à tous, ici Fergus. Aujourd'hui, avec mes comparses Hermano et Christophe, on va vous faire découvrir le premier épisode dédié à la préparation des championnats du monde de swimrun et la course mythique l'Otilo qui a lieu début septembre en Suède.
Comme le disait Fergus, bienvenue dans ce tout premier épisode de Road to Utile. Et quel épisode! Aujourd'hui, on vous propose une véritable masterclass. Autour du micro, les pionniers du swimrun en France. Celles et ceux qui façonnent cette discipline depuis bientôt 20 ans et même le champion du monde en titre. Prépa physique, stratégie de course, matos, gestion mentale, ils répondent sans filtre à toutes nos questions pour vous aider à préparer Utile ou n'importe quelle autre aventure swimrun. Allez, sortez les carnets, c'est une véritable mine d'or. Et restez bien jusqu'à la fin, vous l'entendrez, la bonne humeur était de mise, on vous a même laissé quelques bonus. Une mention spéciale à Lorraine, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous rejoindre pendant cet enregistrement, elle était même accompagnée par son fiston que vous avez entendu en intro de cet épisode. C'était la fameuse dédicace à Mathieu. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes, et c'est parti!